diplôme universitaire Abus et Bientraitance, qui est co-organisé par l'Institut catholique de Paris et le Centre catholique roman de formation en Église, dont je suis le directeur, Philippe Hugo, et j'ai la joie, au nom de ces deux institutions, d'accueillir les personnes qui s'ajoutent pour cette conférence publique, cette table ronde publique, qui a été co-organisée, pour le coup, par le Centre catholique roman de formation en Église et la chaire de droit canonique et la professeure Astrid Kaptein et moi-même. Et nous sommes heureux de vous saluer toutes et tous. Je vois notre évêque Charles Morero qui est là avec nous. Bienvenue, Monseigneur. Une table ronde pour aborder cette question, ce drame des violences sexuelles en milieu ecclésial, catholique. Et nous avons décidé de donner à ce temps de ce soir, de cette fin d'après-midi, le caractère d'une discussion, puisque les étudiants, les participants du diplôme universitaire ont eu une journée entière de cours, et peut-être que d'autres d'entre vous ont aussi eu une journée entière de travail et d'activité. Une discussion pour aborder cette question sous le jour des enquêtes qui ont eu lieu en monde francophone et germanophone aussi, en ce qui concerne la Suisse, en monde francophone, des enquêtes en milieu ecclésial. Une table ronde pour laquelle nous avons invité 3 femmes, 3 scientifiques, de 3 disciplines différentes, ayant toutes les 3 participé à une enquête achevée. C'est d'abord la professeure Astrid Kaptein, professeure théologienne et canoniste, professeure de droit canonique à la faculté théologique de Fribourg, donc co-organisatrice avec moi de cette table ronde, qui elle a participé à la CIAZ, alors maintenant l'abréviation, dites-moi. Commission indépendante. La commission indépendante des abus sexuels en milieu ecclésial en France, qui a rendu ce rapport en 2021. Ensuite, la docteure Stéphanie Roulin, qui est historienne, privat-docent à la faculté des lettres et en chaire d'histoire, qui, elle, a participé à l'enquête sur l'abbaye de Saint-Maurice, qui a rendu ses résultats l'année dernière, en 2025. Et la docteure Lorraine Audier, excusez-moi, sociologue, qui est chargée de recherche à la Haute École de Travail Social de Lausanne et à l'Université de Fribourg, et qui, elle, a participé et à l'enquête préliminaire sur les abus sexuels en milieu ecclésial en Suisse, qui a rendu son rapport préliminaire en 2023. Je pense que les Suisses s'en souviennent. Ça a eu l'effet, à la mesure helvétique, de la CIAZ en France, et qui a également participé, comme Madame Roulin, à l'enquête sur l'abbaye de Saint-Maurice. Une discussion que nous voulons assez spontanée, peut-être pas moins scientifique et pas moins approfondie sur cette question qui nous éprouve tous, je l'espère. Nous allons ouvrir cette discussion par un premier point qui serait un peu plus personnel. Comment arrive-t-on, comme scientifique, à contribuer à ce type d'enquête et quel impact ça a sur un itinéraire académique et sur un itinéraire personnel, Madame Kaptein? Pour moi, c'était tout particulier. Un jour, en janvier 2019, Jean-Marc Sauvé m'a appelé pour demander que je participe à cette enquête-là qui est devenue la CIAZ. J'ai été étonnée en lui disant, mais il y a plein de collègues en France qui ont plus d'expérience que moi, qui sont autant canonistes, donc pourquoi moi?
Mais il m'a expliqué qu'il fallait un professeur qui ne soit pas prêtre. Beaucoup de mes collègues en France, canonistes, sont en effet prêtres. Donc finalement, je comprenais un peu pourquoi il venait chez moi et il y avait une certaine insistance. Donc voilà, j'ai accepté. Donc j'ai été demandée de participer à cause de mes compétences dans le droit canonique. Mais il s'est avéré assez rapidement qu'on était tous sollicités pour écouter les victimes. Ça s'est fait en ce qui me concerne un peu plus tardivement. On était en période de Covid, donc on a auditionné, c'était le mot qui était employé dans la SIAZ, on a auditionné un certain nombre de victimes. En ce qui me concerne, ça s'est passé en ligne. Mais c'était en effet touchant. Déjà la première victime qu'on a entendue dans la toute première séance de la SIAZ, c'était quelqu'un qui avait été abusé par un de mes anciens, comment on dit ça encore, les anciens étudiants en droit canonique. Donc c'est quelqu'un que j'avais connu. Et du coup, ça a soulevé tout de suite la question pour moi, est-ce que j'aurais dû voir quelque chose à l'époque? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté? Mais je n'étais pas trop en contact avec cette personne, c'était un prêtre assez discret. Donc je me disais aussi, bon, apparemment, je n'ai pas ma part des choses là-dedans, mais on voit que c'est quand même une question qui surgit tout de suite. Donc ça ne laisse pas indemne, en effet. Et pendant combien de temps a duré ce travail de la SIAZ En tout, ça a duré 2 ans, plus de 2 ans, presque 2 ans et demi. Donc j'ai participé aux auditions des victimes, surtout dans une dernière partie de cette période, où il fallait encore faire beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que j'ai été sollicitée, même si c'était pour faire des auditions en ligne. Donc c'est surtout dans cette dernière période. Mais c'était très impressionnant, je n'avais pas du tout d'expérience à ça. C'était touchant. Ouais. Ouais. Et Madame Roulin, vous avez, dans le cadre de l'enquête sur l'abbaye de Saint-Maurice, aussi écouté des victimes. Et comment cette demande de ce projet est arrivée sur votre bureau et vos activités? Alors elle est arrivée en fait assez indirectement, je pense par le truchement du procureur du canton de Neuchâtel, Pierre Aubert, qui a été sollicité en premier lieu par l'abbaye pour lancer cette enquête. Et puis quand il a fallu chercher, un procureur travaille à 100%, avait besoin d'un peu d'aide, et je pense qu'avec probablement le prieur à l'époque de l'abbaye et Pierre Aubert, en faisant ces recherches, ils sont tombés assez rapidement sur moi qui suis en toute modestie peut-être la spécialiste de l'histoire de l'abbaye entre 1870 et 1965, donc entre les 2 conciles Vaticans, puisque j'ai écrit une monographie là-dessus. Et moi aussi, je me suis posé la question, comme Astrid Captain, est-ce que j'avais manqué quelque chose alors que j'avais passé une année et demie, 2 ans à travailler sur les archives de l'abbaye, dans les archives de l'abbaye. J'ai reparcouru mes notes avec un peu d'anxiété, je dois vous le dire. Bon, j'avais découvert certains éléments des crises très très graves, mais au milieu du 19e siècle. Et puis, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, rien à voir avec la guerre, mais avec le fait que l'abbé, qui était en activité dans les années 30, avait énormément recruté, un peu sans grand discernement parfois, sous son égide dans les années 30, les 20 et 30, les effectifs de l'abbaye avaient beaucoup cru. Et au lendemain de la guerre, il y a eu des situations très pénibles à traiter. Sur lesquels j'ai pu faire une certaine lumière. Mais en dehors de cela, je dois dire que les archives écrites, les traces écrites sont assez peu explicites, et on viendra sur les éléments de certains tabous, certaines manières d'atténuer les propos. Alors dans les archives que j'ai pu consulter à l'époque, jusqu'en 1965, elles étaient très peu explicites.
Ensuite, je pense que je n'ai pas eu accès à toutes les... Enfin, je sais que je n'ai pas eu accès à l'époque à toutes les archives. Je n'ai eu accès qu'avec l'équipe Lorraine Audier, Magali Delanoye et la professeure Anne-Françoise Prat, qui me fait l'honneur d'être dans la salle. C'est seulement dans la période de ces 13 mois de recherche pour mener l'enquête que nous avons pu avoir accès aux archives dites secrètes, aux archives des derniers abbés et même aux archives courantes. Donc les témoignages, et je terminerai là-dessus, j'en ai récolté, je dirais beaucoup de témoignages qu'on a appelés entre nous des témoignages de contexte, d'anciens pensionnaires, d'anciens internes, d'anciens élèves et proches de l'abbaye, pour ma part, qui n'ont pas tous, de moins, eu une expérience négative. Donc on a pu montrer aussi à travers ces entretiens que j'ai eu, c'est la majorité de ce que j'ai entendu, même s'il y a eu quelques entretiens, témoignages plus douloureux que j'ai pu aussi entendre, mais on a pu montrer qu'il y avait eu une cohabitation d'expériences extrêmement heureuses et d'expériences beaucoup plus douloureuses. Et je pense que les expériences les plus douloureuses, il me semble que c'est Lorraine Audier qui les a le plus entendues. On peut prendre le deuxième micro. Madame Audier, vous avez participé à 2 enquêtes en Suisse, l'enquête préliminaire au niveau national et l'enquête sur l'abbaye de Saint-Maurice. Comment avez-vous été sollicité? Comment en êtes-vous arrivé là? Alors, j'avais participé à une précédente enquête avant de travailler sur les violences sexuelles dans l'Église catholique, qui se déroulait aussi dans une enquête de réparation. Et donc, j'avais participé à la commission indépendante d'experts sur les internements administratifs en tant que chercheuse, et où j'avais aussi été amenée à du coup rencontrer des victimes de pratiques qui étaient reconnues par les autorités fédérales comme étant à l'encontre de ce qui était acceptable en fait pour ces personnes et qui méritaient une réparation, un processus de reconnaissance et un travail de vérité autour de ces pratiques. Donc en 2016 et 2019, en collaboration d'ailleurs avec la professeure Anne-Françoise Prat, j'avais participé à cette enquête commandée du coup par le Conseil fédéral sur les internements administratifs. Donc ce qui m'a rapproché aussi de ce thème ou de ces recherches qui ont eu lieu par la suite, c'était cette expérience d'avoir participé à des enquêtes qui se développent dans un cadre de réparation. Et c'est évidemment des recherches dans lesquelles on exerce notre métier différemment. Et mon métier de chercheuse, celui que j'avais appris dans l'université, de sociologue, et se produit ou se développe différemment lorsque nous sommes directement sollicités avec les personnes qui sont directement concernées par la thématique, par les violences que nous sommes appelés à documenter, à reconnaître. Et donc il y avait une expérience que j'avais pu développer dans d'autres types de processus qui m'a rapproché de cette étude d'abord pilote avec l'université de Zurich, donc qui tenait cette étude pilote et qui visait à comprendre comment est-ce qu'on peut étudier les violences. A-t-on des ressources, a-t-on les moyens de documenter ces violences qui ont eu lieu en Suisse, et de quelle manière pouvons-nous les documenter et avec quelle méthode, et quelles sont les sources disponibles. Et donc ça, c'était l'objectif de l'étude pilote qui a été rendue, vous l'avez dit, en 2023 et qui maintenant se développe dans une analyse de ces sources et qui va produire des résultats prochainement en 2027. Marilène Buy, qui participe aujourd'hui à cette étude, est présente aujourd'hui, merci à elle. Et donc, oui, et ensuite, c'est effectivement une nouvelle expérience qui s'est présentée avec l'enquête sur l'abbaye de Saint-Maurice. Pour rester encore sur cette question plus personnelle, au fond, on parle vous l'avez dit, Madame Audier, enfin, on n'exerce pas votre métier de chercheuse de la même manière sur cet objet-là.
les psychologues parlent de fatigue compassionnelle ou de trauma vicariant, c'est-à-dire on peut être impacté soi-même par la matière qu'on étudie, et en l'occurrence, comment, comme chercheuse, on travaille avec ce matériau? Je peux commencer peut-être. Ce que je voulais souligner aussi là-dedans, avant les impacts éventuellement personnels, c'est qu'en tant que chercheuse, on est directement confronté dans la problématique actuelle. On est en train de participer à l'histoire qui se construit. Et c'est aussi de cette manière-là que ça nous oblige à nous positionner différemment et que ça nous oblige à exercer notre métier différemment, parce qu'on devient un acteur de la problématique, on devient un acteur de l'objet qui est étudié, et on n'est pas juste simplement un observateur ou une observatrice comme on a davantage l'habitude de nous l'enseigner dans le cadre de l'université. Et donc là, on est vraiment partie prenante et on doit se positionner en tant que scientifique. C'est quoi notre rôle en tant que scientifique dans ce processus historique? Et voilà, donc il y a clairement une obligation qui est distincte de beaucoup des recherches que nous avons l'habitude de mener par ailleurs. Et si je peux compléter, je pense que le fait de pouvoir travailler à l'intérieur d'une commission ou d'un groupe de travail est vraiment d'une grande aide pour échanger entre nous, ne pas être seul face aux témoignages, face aux archives qui parfois peuvent être aussi très, très crues. En fait, si on a un témoin face à soi, il ou elle est là, peut réagir, interagir avec nous, les archives sont froides. Mais pour ma part, je n'aime pas tellement cette notion de traumatisme vicariant. Je trouve qu'il y a un côté vaguement indécent de parler de traumatisme du point de vue des chercheurs et des chercheuses. Il peut être là, ça peut être difficile d'être confronté à des sources douloureuses, mais si des groupes de travail, des commissions ont été constituées, c'est que d'autres ont souffert et dans une autre mesure. Donc il faut savoir peut-être garder des proportions, même si voilà, c'est peut-être en groupe ou par le biais en intervision, en discussion, que ça doit se régler à l'interne, j'ai l'impression. Et Madame Kaptein, vous, dans le cadre de la SIAZ, vous avez écouté, votre travail a commencé par écouter les victimes. Comment vous vous êtes préparé personnellement à ça? Oui, donc comme je vous disais, je n'avais pas d'expérience. On nous a dit tout simplement, soyez discrets, respectueux, de ne pas poser des questions sur des détails, même si ça nous intéresse. Laissez d'abord parler la personne. Écoutez vraiment la personne, qu'est-ce qu'elle a à dire. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours eu l'impression de fonctionner à deux niveaux en même temps. On est là en tant que, disons, scientifique, en effet, on essaie de trouver des points communs avec d'autres témoignages. On entend des choses, la chose typique, par exemple, le petit garçon qui a perdu son papa et donc le prêtre qui est un ami de la famille qui vient souvent, qui prend un peu la place du papa. Et finalement on abuse. Donc c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises. En même temps, quand on entend cela, on se dit aussi on ne peut pas réduire la personne à ce seul élément, à cet élément commun avec d'autres. Et j'ai constaté aussi à chaque fois dans les expériences, dans les témoignages, il y avait quelque chose de très personnel et de différent qui me touchait. Et qui distinguait justement ce témoignage d'autres témoignages que j'ai pu entendre. Je me rappelle très clairement de quelqu'un qui s'est posé la question est-ce que je peux avoir des enfants? Parce qu'il y a un risque que j'abuse moi-même de mes enfants. Donc je renonce à ça jusqu'à un moment donné où les circonstances de la vie ont fait que cette personne a fait le pas. Mais on se dit c'est quand même quelque chose de terrible de prendre ces décisions par peur d'abuser de ses propres enfants. Et comme ça, il y avait dans beaucoup d'histoires, il y avait quelque chose, un élément dont je me disais, ça c'est personnel, c'est particulier pour cette personne, pour ce qu'elle a vécu. Et puis aussi de constater les dégâts
que les abus ont pu faire sur la vie de la personne. C'était impressionnant. Si on poursuit maintenant sur le cœur de l'action, c'est le sous-titre de notre table ronde d'aujourd'hui. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui. Non? La batterie a chu. Mais ma voix est assez forte. Bon, alors je resterai avec une voix forte. De l'écoute elle-même, l'acte de l'écoute ou de la documentation, comme vous disiez, des faits, je pense qu'il y a une préparation, il y a un avant, il y a un pendant l'acte d'écoute quand on est avec la personne, et puis après il faut traiter ces données. Comment se passe cette écoute? Comment, Madame Audier? Non, Madame Roulin. Madame Roulin, pardon. Mais on peut commencer par Madame Audier. Mais Madame Roulin, je vous adresse le regard. Je pourrais compléter. Oui, merci. On pourrait faire ça à deux voix tout de suite. Oui, ça demande d'abord un peu de préparation. D'abord parce qu'on lance un appel à témoignage et que tout d'un coup ça peut aller très vite. Donc pour notre part, nous avons préparé au sein du groupe de travail un canevas d'entretien, évidemment peu directif. Oui, évidemment, il y avait un certain nombre de points qui nous intéressaient de savoir sur l'atmosphère, les cours, pour ce qui était du collège. Et donc nous avons posé un certain nombre de questions, mais dans la préparation, il était évident que nous n'allions pas aborder de front des questions trop sensibles tout de suite. Et l'idée dans ces entretiens-là, c'est de pratiquer vraiment une écoute très ouverte et de ne rien forcer, de ne pas chercher, comme c'était le cas dans la SIAZ, de ne pas chercher des détails, de ne pas poser des questions intrusives, mais de laisser la personne parler. Ça, c'était absolument central, donc vraiment une écoute absolument ouverte. Et puis, dans le traitement ensuite dans la préparation déjà, il fallait avertir les personnes qui voulaient témoigner de ce qu'elles pouvaient attendre ou pas de nous. Nous sommes des chercheuses et nous ne nous substituons pas, ça n'a jamais été l'objectif, à une démarche pénale ou autre. Mais nous devions être prêtes à, cas échéant, pouvoir orienter les personnes vers des instances d'aide, de réparation, la CECAR, etc. Donc ça, c'est toute une préparation à faire en amont que nous avons faite. Oui, je peux aussi peut-être resituer ces précautions qui sont absolument particulières et nécessaires dans ce cadre-là, où en fait on va solliciter des récits de violences extrêmes qui sont, on le sait, très très difficiles à révéler. Et la prise de parole autour de violences sexuelles vécues prend souvent beaucoup d'années, est le résultat d'un très long processus, peut produire des risques aussi de revivre certains éléments. On peut être touché de manière dans une forme d'expérience aussi, en re-racontant des événements vécus. Et donc, il est aussi très important pour nous, en tant que chercheurs et chercheuses, d'être très attentifs au fait que nous sommes en train de solliciter une parole, une expérience qui est très intime, qui est le résultat d'un très long processus personnel et individuel, et qui nous oblige à nouveau à une certaine responsabilité et à ces nombreuses précautions que vient d'expliquer Stéphanie, et à l'importance aussi de la transparence de ce que nous allons faire, de ce que nous pouvons faire, mais aussi de ce que nous allons faire. Où va être visible ce récit? De quelle manière? Et de s'assurer avec les personnes que nous avons rencontrées qu'elles sont en accord avec la manière dont nous prévoyons de travailler avec ce qu'elles nous confient. Et la manière dont nous allons conserver également ces données et ces propos est aussi très important, d'assurer une confidentialité, d'assurer aucune possibilité de fuite de ce récit. Et donc il y a effectivement une manière de travailler avec ces récits
qui est aussi lié à la particularité de ce qu'on vient rechercher et de ce qu'on vient solliciter à travers nos propos, qui visent en plus des questions beaucoup plus structurelles. On ne vise pas après, avec ces récits récoltés, à comprendre uniquement des situations individuelles, mais à comprendre des éléments plus structurels. On reviendra peut-être là-dessus après. Oui, si j'ajoute peut-être pour la science, je pense que c'était un peu particulier dans la mesure où on avait une offre, si j'ose dire, un peu variée pour solliciter l'aide des victimes. Donc la première chose était que les victimes pouvaient s'annoncer à un numéro de téléphone tenu par France Victimes. Ensuite, on demandait à ces personnes, est-ce que vous acceptez de nous aider à remplir un questionnaire pour qu'on ait un peu plus d'informations par rapport au contexte. Donc un certain nombre de personnes ont accepté ça. Et puis la troisième chose, si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre témoignage devant 2 membres, au moins parfois 3, de la SIAZ. Donc c'était effectivement dès le début quelque chose de tout à fait librement consenti par les personnes concernées. Donc dans un premier temps, on a cherché les témoignages, mais la fin des vraies auditions, c'était vraiment des personnes qui tenaient beaucoup à faire leur histoire, raconter leur histoire. Et puis, excusez-moi, il y avait un autre élément qui me venait à l'esprit. Ce qui m'a frappé aussi dans tous ces témoignages, c'est le motif des personnes pour faire ça. C'était toujours pour dire on ne veut pas que ça se répète, on ne veut pas qu'il y ait d'autres victimes. Donc c'était non seulement une question d'un besoin de témoigner, de raconter sa propre histoire, mais c'était aussi souvent dans un but de prévention qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Ça m'a frappé aussi. Ce qui frappe, c'est le côté actif, justement, pour ne pas réduire beaucoup de personnes concernées. On appelle à accepter ce nom, ce statut de victime. Elle ne veut surtout pas être réduite à cela. Et pour les groupes de travail, les commissions, il y a toujours un risque de réenfermer les personnes dans une forme de silence. Quand je dis voilà, qu'on s'est interdit de provoquer des récits trop intimes, mais en même temps, si la personne veut, et certaines sont animées d'une forte volonté de dire les choses, de les nommer, même ce qui est le plus dur, eh bien, c'est à elle, c'est peut-être le cœur de la difficulté du métier, de les laisser aussi dire, de ne pas tout de suite vouloir atténuer les choses, ne pas finalement reproduire ce qu'on reproche à l'Église catholique dans son ensemble d'avoir longtemps fait, c'est-à-dire d'atténuer, d'euphémiser et finalement de silencier, comme on dit dans le jargon. Si j'ose ajouter quelque chose, il y a aussi ce qui m'a frappé dans ce témoignage, c'est l'absence de proportionnalité entre la gravité des faits et les conséquences sur la vie personnelle de la personne. Pour le formuler autrement, des faits dont on peut dire « oh, c'était pas très grave, peut-être des attouchements, au moins c'est pas un viol », ça peut avoir un impact beaucoup plus fort que des faits très graves ont eu sur d'autres personnes. Donc il n'y a pas de proportionnalité entre les deux et chacun vit les choses à sa manière. Certainement lié à l'histoire personnelle, mais ça veut dire aussi qu'il faut être très prudente, à mon avis, pour faire des conclusions, tirer des conclusions, et faire un jugement sur, voilà, la personne a vécu ça, donc elle aura ceci ou cela. Donc il y a aussi une certaine prudence à émettre dans ce sens-là, je pense. C'est ce qui n'a pas toujours été bien compris, je pense, dans certaines enquêtes, telles qu'elles sont un peu simplifiées peut-être pour le grand public, ou telles qu'elles sont reçues. Quand on parle, par exemple dans le cas de l'étude sur l'abbaye, on a recensé 67 situations. On les a à dessein nommées situations. C'est des situations qui présentent une forme de violence qu'on peut graduer,
fonction du témoignage et de la personne, que nous allions établir cette liste de situations qu'il a bien fallu établir, mais nous n'avons pas voulu la postuler en amont. C'est à partir du vécu des personnes, de leur ressenti et de l'impact sur leur vie que nous avons établi cette typologie. Mais nous avons vraiment refusé de la plaquer, d'utiliser une typologie préfabriquée en amont et ensuite de faire entrer les situations que nous avons pu documenter essentiellement par les témoignages oraux, mais aussi par les archives et parfois par les deux. On a vraiment renversé la vapeur. Avec ceci que parfois pour certains secteurs de l'opinion, ça a été mal compris. Déjà parce qu'on a travaillé sur une très longue période, c'est vrai, des années 60 jusqu'en 2024, et que nous avons recensé 67 situations qui allaient de situations de violence que les personnes ont ressenti comme une violence sexiste ou sexuelle, mais comme on n'était pas du tout dans une perspective pénale, ça renverse tout à fait la vapeur. Dans ce que vous dites, il ressort aussi l'importance de donner la place à la voix des victimes, l'importance de les écouter, de les entendre et de les croire. Comme scientifique, que faites-vous de ces témoignages ? La CIAZ, par exemple, en a publié un livre entier qui est à côté du rapport pour justement donner la parole aux victimes, faire retentir leur voix. Et qu'est-ce qu'il en est de ces témoignages après ? Alors je peux commencer, puis ce sera complété aussi par ma collègue Stéphanie Roulin. Mais ce qui nous paraissait important aussi dans notre posture en tant que scientifique et dans le lien avec ces voix et ces expériences, c'est que les archives ou les récits historiques contiennent rarement ces expériences, ou la vie de l'abbaye, en l'occurrence pour l'abbaye de Saint-Maurice, ou pour l'Église catholique suisse quand je travaillais à l'Université de Zurich. L'histoire ne contient pas ces expériences et ne contient pas ces voix, et donc c'est aussi enrichir l'histoire de ces institutions de cette part qu'elle produit aussi et qui nous parvient uniquement par la voix des victimes. Il y a très peu de place dans les archives, enfin on l'a dit, on a trouvé quelques situations dans les archives et on a pu documenter quelques événements liés aux archives, mais en tant que scientifique ou en tant qu'historienne ou sociologue qui essaie de comprendre la vie de l'institution, c'est principalement les voix des personnes, l'expérience des personnes concernées, des personnes qui ont vécu ces institutions, qui nous donnent accès à cette dimension de l'histoire de l'institution, qui sinon ne trouve pas de place. Et donc elles ont vraiment ce rôle central dans notre activité scientifique. Oui, et sur l'expérience vécue, on n'a pas voulu justement mettre l'accent sur les détails pour éviter une forme de, entre guillemets, voyeurisme. La démarche ne consistait pas à permettre d'identifier les personnes le moins possible. On a beaucoup réfléchi à l'anonymisation, aussi bien des abuseurs que des personnes victimes. Et donc l'idée, c'était pas d'entrer dans cette démarche de décrire trop précisément, même s'il fallait bien aussi nommer les choses. Mais la perspective précisément, c'était par ces voix jusque-là inaudibles, ces sources qui n'étaient pas dominantes, puisque les sources sont produites par l'institution d'abord. Donc l'apport des témoignages a permis d'éclairer des pans, certaines répétitions, certaines situations qui, sans être jamais comparables les unes aux autres, nous faisaient remonter à la question du fonctionnement général
d'une institution, que ce soit une abbaye, avec un collège, un pensionnat, et plus largement, évidemment, ça nous faisait remonter au fonctionnement de l'Église catholique et aux éléments qui, dans son fonctionnement, peuvent faciliter les abus, des violences, peut les permettre que ces violences se répètent et qu'elles soient tues et que les personnes victimes ne soient pas crues et soient silenciées. Ce que vous dites, Madame Roulin, nous introduit un autre chapitre qu'on voulait aborder, c'est le caractère systémique, et vous l'avez un peu, Madame Audier, aussi évoqué tout à l'heure, le caractère systémique des violences sexuelles en milieu ecclésial. Une notion qui a été beaucoup décriée. D'abord, comment définir le caractère systémique? C'est quoi ce caractère systémique, Madame Audier? Alors, ça peut nous renvoyer à des longs extraits de littérature et de débats méthodologiques, mais il y a souvent une mécompréhension autour du terme systémique qui est parfois confondu avec systématique. Et si, lorsqu'on exprime une dimension systémique des violences, elle est parfois comprise comme étant systématique. Et c'est évidemment pas ce que souligne ce thème. Ce terme vise à mentionner, à clarifier que le phénomène n'est pas étudié à partir d'individus et de déviances qui appartiendraient à des caractéristiques propres à l'individu, mais qui doit être compris dans son système, dans le cadre dans lequel il a eu lieu, et qu'il doit prendre en compte les différents facteurs, les différentes composantes qui ont permis cette violence, qui ont fait que cette violence s'est exprimée, et de comprendre les facteurs structurels ou les facteurs systémiques, c'est ce qu'on entend par systémique, les dimensions contextuelles qui favorisent ou n'empêchent pas les violences. Donc oui, ça c'est déjà une clarification qui est effectivement très importante à rappeler. Et dans le cas de la SIAZ, justement, ça a été un point, si j'ose dire, d'attaque du rapport de la SIAZ, peut-être pas dans les toutes les semaines qui ont suivi sa divulgation, mais les mois qui ont suivi, même par des milieux catholiques. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose, Madame Capel? Oui, donc l'idée s'est imposée à nous pendant ces travaux, en effet. Bien sûr, c'était compliqué parce qu'on était aussi toujours conscient du fait que certaines personnes disent il faut juste enlever le mauvais fruit et puis tout va mieux après. Donc, d'insister sur le fait que ce soit quelqu'un qui fonctionne dans un système, qui a des éléments dans ce système qui contribuent d'une certaine manière à rendre possible ces abus, c'est aussi une chose douloureuse, hein, un constat douloureux. En plus, ça conduit aussi inévitablement à la question comment, d'une certaine manière, réformer le système pour éviter ça. Donc la prévention n'est pas seulement sur le plan sociologique, pastoral, etc. Ça touchait aussi la théologie. Et je pense que la SIAZ, à ma connaissance, est jusqu'ici, je pense, la seule commission qui a vraiment fait et voulu aussi un travail par rapport à la théologie. Il y avait des théologiens, pas énormément comme membres de la commission, mais un groupe de travail spécifique a été érigé pour explorer tout ce discours théologique aussi qui a pu contribuer à ça. Et ça, c'est très important dans toutes les situations d'emprise, par exemple, les abus spirituels, comment certains discours, certaines images bibliques, par exemple, ont été abusées aussi, dévoyées, comme on dit, pour faciliter ou rendre possible ces abus. Et je pense que là, sur ce plan-là, il me semble qu'il y a encore un énorme travail à faire. Mais c'est quelque part déjà en cours parce que tout ce processus de synodalité que nous avons actuellement dans l'Église catholique est aussi lié à ça, et initié à cause de tout cela. Donc, mais il reste beaucoup de choses à faire. Donc vous donnez comme un de ces facteurs du système propre à l'Église catholique
des éléments théologiques, de vocabulaire, de doctrine peut-être. Est-ce que, Madame Roulard, vous identifiez d'autres facteurs systémiques? Oui, alors au CNIE, évidemment, il y a les facteurs que notre groupe de travail n'a pas lui-même mis en évidence. Actuellement, encore récemment, j'ai vu que l'Église polonaise lançait aussi son enquête. Enfin, depuis le tournant des années 90, 90, il y a une multiplication des enquêtes sur l'Église. Donc là, on sait, on connaît, je pense, les facteurs structurels, pour utiliser un autre terme, le cléricalisme que même le pape François a thématisé, même s'il n'a pas utilisé le terme systémique, il l'a dénoncé, le caractère, ce cléricalisme qui fait du prêtre un homme, un être qui a fait historiquement en fait du prêtre un homme au-dessus des autres, créant une inégalité dans les relations, dans les rapports de pouvoir. Et on sait que ça c'est un facteur qui n'est pas propre à l'Église catholique. Les inégalités dans les rapports de pouvoir sont des facteurs aggravants qui peuvent permettre les abus. Mais dans le cas de l'Église catholique, il se trouve que c'est le cléricalisme qui a été identifié par les multiples études qui ont été faites, avec des sous-catégories, enfin des sous-facteurs qui découlent de cela. Le fait que, pour le coup, femmes et enfants sont historiquement de moindre importance, leur parole est de moindre importance historiquement, et donc s'il s'agit de victimes, elles vont être moins crues, moins écoutées, etc. Et l'institution a longtemps protégé les abuseurs, préférant les déplacer plutôt que de vraiment prendre le rapport, le problème à la source. Ça, c'est quelque chose que nous avons observé dans de multiples cas dans l'histoire de l'abbaye de Saint-Maurice depuis les années 50 même. On a remonté un petit peu plus loin. Autre facteur essentiel, c'est évidemment la conception de la sexualité. Penser exclusivement en fonction dans sa fonction de reproduction dans le cadre du mariage hétérosexuel, etc. Et le fait que ça c'est une structure aussi, on pourra dire, qui n'est pas propre à l'Église catholique, mais voilà, c'est quand même une composante importante qui fait que, pour le coup, une conséquence, c'est que la sexualité n'est jamais abordée dans le cadre du discours catholique, dans ses possibilités de violence, ses risques de violence. Et la notion de consentement, pour le coup, a été une thématique longtemps absente. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors après, voilà, le fait que cette sexualité, hors de ce contexte du mariage, est conçue comme un péché, donc d'où les tabous qui en découlent, qui fait qu'il n'y a pas que c'est encore un facteur aggravant. Pour le contexte de l'abbaye de Saint-Maurice, on avait un peu des sous-facteurs aussi propres à une abbaye, collège, internat, etc. Une concentration en fait de facteurs un peu aggravants en fait, où tous les éléments étaient potentiellement réunis pour que des abus se produisent. Une relative autonomie dans le cadre du rapport d'enseignement. Beaucoup de chanoines étaient enseignants. Il y avait peu de directives, on s'en est aperçu dans les recherches, peu de directives sur le plan pédagogique. Une grande liberté était laissée aux enseignants. Et il y avait aussi une grande porosité entre les espaces dédiés aux chanoines, leurs cellules, le cloître en fait qui était assez peu clos. Et ça c'était admis et même pas encouragé, mais c'était admis par tout le monde que des élèves pouvaient se retrouver dans la cellule d'un chanoine. Il y avait de multiples occasions pour des hommes adultes en rapport d'autorité de se retrouver seuls avec des enfants sans que ça soit questionné, contrôlé ou quoi que ce soit. Est-ce que j'ai encore oublié d'autres sous-facteurs? Mais je pense que c'est quand même les principaux qui sont là, Lorraine Audier. Peut-être, mais ça c'est aussi peut-être l'expérience de l'Axias qui l'a aussi fortement mis en évidence, parce que l'Axias a aussi comporté une étude
quantitative et qui a mis en évidence effectivement une surreprésentation de violences sexuelles qui ont eu lieu dans le cadre de l'Église catholique. Donc ça arrive après la famille. La famille reste le lieu où le plus de violences connues, en tout cas, ont été pratiquées. Mais donc il y a les différents facteurs qui viennent d'être nommés par Stéphanie Roulin qui précisent effectivement pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une prévalence ou pourquoi est-ce qu'il peut y avoir plus de monde. Un autre élément important aussi qui du coup nous a concernés à Saint-Maurice et qui concerne très clairement les cantons catholiques en Suisse, c'est le rôle de l'Église catholique dans le développement des internats et dans le développement de foyers ou d'espaces de prise en charge de personnes en situation de vulnérabilité. Et l'Église catholique a beaucoup eu cette responsabilité, a pris ce rôle, notamment dans les cantons catholiques ou les pays à grande majorité catholique. Et donc il y a ce qu'on appelle parfois, c'est un terme où on n'a pas encore trouvé mieux, mais qui fait très scientifique et qui n'est pas très rattaché à la réalité, mais qui crée un facteur d'opportunité où effectivement des personnes sont en situation de vulnérabilité et de grande vulnérabilité face à des personnes qui, au contraire, détiennent un grand pouvoir et sont loin des soupçons de l'entourage et de la communauté qui les entoure et qui peut effectivement faciliter un passage à l'acte. Il y a peut-être aussi un facteur qui est souvent abordé, notamment dans la presse, c'est la question du célibat des prêtres. Et il ne faudrait surtout pas, je pense, que la question des abus soit réduite à cela. Il y a cette équivalence qui témoigne en fait d'une mécompréhension de la déviance qui est liée, je pense justement, en fait, ce que les études multipliées ont mis en évidence, c'est le cumul en fait de ce tabou sur la sexualité lié à ces opportunités, peut-être aussi plus fortes dans certains pays, dans certains secteurs, dans certains cantons, qui fait que des personnes qui ont tendanciellement déjà un problème, peut-être parce qu'elles l'ont hérité déjà dans leur enfance, dans leur histoire familiale, ou que sais-je, seront plus facilement attirées par ce type de vocation, de métier. Et donc c'est le cumul de ces facteurs qu'il faut prendre en considération et pas seulement le célibat des prêtres qui est vraiment un raccourci saisissant et à éviter à tout prix. Si on poursuit sur le caractère systémique, vous avez évoqué évidemment le système scolaire par les internats, mais quand deux systèmes se rencontrent, je pense aussi le système catholique, sur l'étude, et le système politique, est-ce qu'il y a des facteurs qui font que ces systèmes se couvrent mutuellement? Oui, dans le cadre d'un canton catholique comme le Valais, on a pu montrer dans le rapport, c'est surtout le travail d'Anne-Françoise Prat qui l'a montré, que là aussi il y a une conjonction de deux éléments. La société valaisanne, évidemment, elle ne vit pas, c'est pas une bulle, et puis en marge de l'Église catholique, ça infuse. Donc le tabou sur la sexualité, le lien entre sexualité et péché a infusé dans toute la société, ça c'est évident, avec aussi des élites politiques qui ont aussi contribué pendant longtemps à cacher, à encourager, même, j'ai envie de dire presque aussi certaines élites judiciaires. Je mets un peu un bémol parce que dans certains cas que j'ai pu voir dans les archives, certains, un procureur, un juge, pardon, avait convoqué un chanoine en lui faisant une petite tape sur la main en disant tu ne recommenceras plus. Enfin, je simplifie un petit peu. C'était certainement le témoignage d'une époque.
Mais c'est intéressant que ça ait lieu en Valais. Et cette idée, il s'agissait de consommation de matériel vidéo pédopornographique avant que la norme pénale ne change en Suisse et que la consommation soit également criminalisée. Donc là, pris sur le fait, dans le cadre d'une enquête internationale, pris sur le fait, il n'a pas tout de suite été arrêté. Il s'en est tenu avec une discussion dans le bureau du juge. Et rien n'a été transmis ni à l'abbé. Voilà, ça a laissé quelques traces, mais qui, à notre connaissance, d'après ce que nous avons pu voir, n'a pas donné lieu à une explication à l'abbaye. Donc ça a permis évidemment que ce chanoine recommence à consommer des images dont il n'avait pas la notion qu'elles impliquaient une souffrance sur des enfants qui étaient sur ces images. Quand on traite du caractère systémique, et vous l'avez dit, Madame Kaptein, au fond, c'est un système qu'il faut réformer. Il faut une réponse aussi systémique. Et à ce niveau-là, la CIAS, par exemple, a fait des recommandations. Qu'en est-il de la suite de vos travaux d'études? Donc la CIAS a fait des recommandations. Vous aussi, vous avez fait quelques recommandations. Qu'est-ce qu'il en est de la contribution de ces études à la transformation du système? Quelle est la suite? J'en ai parlé cet après-midi pour les étudiants, justement. En faisant des recherches, parce que pendant assez longtemps, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient. En France, il est vrai que les évêques ont réagi vite après la publication du rapport pour prendre un certain nombre de mesures. Une des réactions était aussi d'instituer 9 groupes de travail qui devraient travailler sur différents aspects mentionnés dans les recommandations. Et après, on s'attend à une suite. Je n'ai pas toujours vu cette suite. Sur certains domaines, oui, on a discuté cet après-midi qu'il y a encore dernièrement des mesures qui ont été décidées par rapport aux cellules d'écoute en France, par exemple. Donc là, il y a un travail qui a été fait. Il faut signaler aussi que 8 recommandations sur les 45 qui étaient faites par la CIAS portaient précisément sur les cellules d'écoute. Donc là, il y a une certaine avancée, encore qu'on peut aussi se demander si tous les changements sont vraiment des avancées et des progrès. Mais ça, c'est une autre question. Le point le plus difficile, à mon avis, c'est justement tout ce qui concerne l'organisation de l'Église, donc en lien aujourd'hui avec la synodalité aussi, le discours théologique, et ça change d'une autre manière. Par rapport au discours théologique, ce sont des théologiens qui sont à l'œuvre, et la question de savoir à quel moment ça peut transpercer aussi, ou percer vers d'autres domaines de la vie de l'Église. Donc les publications en tant que telles ne suffisent pas. Il faut aussi, à mon avis, un grand travail de changement de mentalité, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est de longue durée. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Puis je pense aussi qu'il y a des domaines liés aux abus qui n'ont pas encore trouvé réponse, qui ne sont pas suffisamment approfondis. Je pense qu'on a encore beaucoup de mal, par exemple, par rapport aux effets que les abus peuvent avoir dans les communautés qui sont concernées, avec des différences. Est-ce qu'il s'agit de communautés religieuses ou est-ce qu'il s'agit des associations, des paroisses? Ce n'est pas la même situation, mais il y a beaucoup de gens qui sont concernés quand même, en fin de compte. Et c'est aussi souvent une question à mon avis, de réconciliation au sein d'une communauté, parce que ce que j'ai vu, par exemple, dans des paroisses, il y a toujours des gens qui sont du côté de l'abuseur et d'autres qui sont du côté de la victime. Donc là aussi, il faut trouver une entente et une nouvelle solidarité, communion, si on veut, dans cette communauté. Et puis un très gros chantier aussi, auquel on n'a pas de réponse pour l'instant, c'est comment faire avec les abuseurs. C'est une question, quand ils sont punis, condamnés et punis, c'est une chose, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec?
on ne peut pas les sortir de la communauté. Ce n'est pas non plus une solution parce qu'on n'a plus aucune prise sur ces personnes. En même temps, je m'appelle encore de l'évêque en France qui disait oui, mais je ne peux pas mettre tous ces prêtres dans des archives. Il y a une trentaine, je ne peux pas les mettre dans des archives tous. Donc sortir de la pastorale, peut-être oui, mais il faut quand même leur attribuer une autre fonction au ministère. Et là, on n'a pas de solution non plus pour l'instant. Et c'est aussi lié, à mon avis, avec toute la question de la culpabilité, du pardon. Je ne veux pas parler trop vite du pardon et certainement pas à la place des victimes, parce que ça leur appartient et selon le rythme. Mais c'est quand même une question, une personne qui a été condamnée, comment cette personne peut être réintégrée dans les communautés. La question a été déjà posée il y a un certain nombre d'années par quelqu'un ici présente. On n'a toujours pas de réponse. Voilà. On avait fait un certain nombre de recommandations. On a commencé 3-4 fois cette partie du travail en se disant mais comment est-ce que nos recommandations peuvent être accueillies par l'institution. On s'en est tenu à quelques recommandations de base. D'abord de retourner, d'appliquer vraiment, de lire et d'appliquer les directives de la conférence des évêques suisses. On s'est aperçu que ces directives étaient très peu connues, y compris tout en haut de l'abbaye, et donc qu'elles n'étaient pas appliquées. On a surtout proposé de vraiment tenir compte des signalements, de les prendre au sérieux et de les traiter, et d'accompagner les personnes qui font ce signalement dans leur démarche, de leur signaler les institutions, les instances à disposition si elles souhaitent une réparation, une condamnation, etc. Donc vraiment de ne pas les laisser errer, parce que le problème d'une institution, même comme l'abbaye de Saint-Maurice, c'est qu'elle peut être amenée à traiter des cas qui n'étaient pas sous la responsabilité directe de l'abbé, mais c'est des cas qui se sont produits en dehors de l'abbaye ou par quelqu'un qui a été accueilli à l'abbaye mais qui a commis ses actes en dehors, etc. Donc une de nos recommandations phares a été d'accepter d'être vraiment en co-responsabilité plutôt que de repousser la responsabilité plus loin, de faire remonter, etc., avec le grand risque que le signalement ne se perde, et voilà. Donc ça, c'était assez important. Et autre chose, pour revenir à qu'est-ce qu'on fait après des personnes qui ont eu une condamnation pénale ou au niveau canonique, quand elle fait partie d'une communauté, la communauté est censée continuer à s'en occuper. Et ça, c'était en lien directement avec le soin à donner à la communauté. Nous nous sommes aperçus que les chanoines étaient souvent livrés à eux-mêmes, très mal informés sur ce qui se passait. Il y a eu un défaut de communication criant, un défaut aussi de lien entre les chanoines. Ça, c'était une des recommandations phares, c'était vraiment de soigner les liens à l'intérieur de la communauté et de prendre en compte aussi certaines souffrances liées au multitasking des chanoines. Plus ils sont rares, plus la communauté s'amenuise et plus ils sont amenés à porter différentes casquettes. Et c'était assez clair, surtout dans les périodes les plus récentes, que cette surcharge n'était pas propice à une bonne communication à l'interne. Et une autre chose, qu'est-ce qu'on fait au-delà d'une condamnation ou d'une autre condamnation pénale? Souvent, l'abbaye ou les institutions peuvent se contenter de dire ce cas a été traité par la justice civile et un non-lieu a été prononcé ou non-entrée en matière. Et souvent, dans les institutions, le terme non-lieu vaut des charges complètes. Ce qui, du point de vue des personnes victimes, est totalement inacceptable. Donc, notre recommandation, c'était d'aller au-delà de la condamnation par la justice canonique ou pénale et de continuer à traiter le cas.
Et peut-être que je peux rajouter encore la question de la banalisation des violences. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi observé dans les facteurs systémiques, qu'on a oublié d'évoquer tout à l'heure. Mais le dénigrement de la parole des victimes ou la banalisation des violences qui sont dénoncées par ces victimes, c'est quelque chose qu'on a vraiment observé dans les archives. Des plaintes qui ont été adressées, qui ne sont pas prises au sérieux, qui sont mises de côté aussi parce qu'il y a un malaise et on ne sait pas très bien quoi faire avec. Ce n'est pas toujours par dénigrement. Il y a différentes raisons qui expliquent cette mise de côté, mais c'est quelque chose de récurrent et que ces dénonciations ne sont pas prises au sérieux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a recommandé. Des dénonciations qui arrivent aux autorités doivent être prises au sérieux, doivent être traitées, doivent faire l'objet d'un traitement, quelle que soit la situation, et il faut vraiment toujours le prendre au sérieux. Oui, tu voulais compléter quelque chose ou j'embraye sur la suite du projet. On s'est aussi posé la question, donc, quelle est notre part, c'est ce que j'évoquais peut-être tout à l'heure aussi, quel est notre rôle, en quoi nous sommes actrices de ce processus aussi, quelle est notre part dans ce processus, et il nous paraissait important de pouvoir le travailler et continuer à travailler. Et donc nous allons développer un nouveau projet qui vise à retourner vers les témoins de l'abbaye de Saint-Maurice, les personnes qui se sont adressées à nous, comment est-ce qu'elles ont vécu cette expérience. Et c'est vrai que c'est très particulier aussi, on l'a peu évoqué tout à l'heure, il y a la particularité des violences, mais il y a aussi la particularité de la médiatisation de ces enquêtes et de l'usage médiatique qui est fait de ces travaux, de l'exposition du coup au grand public, qui arrive aussi avec ces études, qui est importante et qui doit et qui peut historiquement, c'est seulement avec ces moments-là qu'on voit des changements. C'est les scandales, c'est les préoccupations médiatiques qui forcent les institutions à se poser des questions. Et sans ces scandales médiatiques, on voit très peu de mouvements dans les institutions et il y a peu de questionnement en fait du fonctionnement. Et donc ces moments sont importants historiquement, ces moments sont importants pour qu'il y ait une réelle prise en compte de cette problématique des violences au sein des institutions, mais ça a aussi un coût pour les personnes qui portent ce processus. Et c'est des personnes qui, comme ça a été dit tout à l'heure, nous disent beaucoup, on ne veut pas que ça se répète, on ne veut pas que ça se répète, on ne veut pas que ça se répète, mais ce n'est pas pour autant qu'elles souhaitent être médiatisées, visibilisées, exposées, et toutes les conséquences qui vont avec dans leur processus personnel. Et du coup, nous avons ce souci de retourner aujourd'hui vers elles et vers elles et eux, et de questionner en fait ce processus, cette expérience, qu'est-ce qu'il en a été pour elles et eux, et comment aussi se donner les moyens en tant que chercheuse de poursuivre ces travaux, de poursuivre ces processus, mais avec une prise en compte plus acérée, j'ai envie de dire, de la réalité pour les personnes qui sont concernées et sans qui rien ne peut se faire. Et sans leur témoignage, sans leur récit, rien ne bouge, rien n'avance. Donc c'est la matière première, mais ce n'est pas n'importe quelle matière. Et il s'agit de vraiment mieux comprendre comment est-ce qu'on peut travailler avec elle, et, dans le respect aussi de l'objectif, qui est la réparation. Et c'est vrai qu'il y a parfois un décalage, c'est ce qu'on observe aussi dans l'usage qui est fait des recommandations, entre l'objectif annoncé qui est de réparer, qui est de faire un travail de reconnaissance, et la réalité des faits, où une fois que les choses sont dites, sont montrées, on tourne la page et puis on passe à autre chose, et que vraiment le travail qui est exigé, demandé par les recommandations est une nouvelle étape. Oui, l'idée ce serait vraiment pour l'avenir d'impliquer
immédiatement les personnes concernées, dès le début du processus, parce que historiquement, ça a toujours été ces personnes qui se sont mobilisées à la base d'un processus de scandalisation. Bien sûr, il faut les médias, mais c'est toujours parce que des personnes concernées se sont mobilisées, sont sorties, ont témoigné. Et rapidement, on a vu dans beaucoup de cas qu'elles sont toujours au risque d'être évacuées à un certain moment, oubliées. Une fois qu'une réparation, peut-être financière, est donnée, on ne revient pas vers elles pour leur demander mais est-ce que vous avez ce que vous vouliez? Comment ça va? Et donc, modestement, l'idée, ce serait un peu de voir un petit peu comment on pourrait imaginer une meilleure feuille de route pour ce type d'enquête. Cette discussion, nous voulons la prolonger avec vous maintenant. Nous avons abordé en gros 4 chapitres qui ont suscité peut-être des questions, la dimension plus personnelle de chercheuses engagées dans leur métier, dans ces questions lourdes et graves, l'acte même d'écoute des victimes et des personnes ayant subi ces violences, le caractère systémique et la suite jusqu'à la réparation. Et je pense que vous avez aussi votre expertise, votre expérience, vos questions, et le champ est à vous. Oui, alors vous avez parlé des personnes qui ont témoigné, et c'était une question qu'on se posait tout à l'heure, alors, surtout pour la SIAZ, que je connais plus. En fait, le pourcentage des gens qui ont témoigné par rapport aux victimes qu'on suppose est quand même extrêmement faible. Donc on parle de celles qui ont témoigné, mais comment vous imaginez, comment vous pouvez expliquer qu'il y ait si peu finalement que ce pourcentage, c'est pas 1 pour 2, c'est vraiment énorme la différence entre le nombre de victimes et le nombre de victimes qui parlent. Comment on peut expliquer cette différence qui est énorme? J'ai pas une vraie réponse à cela, mais je peux imaginer plusieurs choses. C'est quelque chose de participer à un travail d'enquête ou une enquête scientifique aussi. Effectivement, il y a, à mon avis, un aspect altruiste là-dedans parce qu'on ne le fait pas uniquement pour soi-même. Donc, il faut faire ce pas. En plus, il y a beaucoup de personnes qui retrouvent la mémoire de manière assez tardive. Ça aussi, ça retarde, ça bloque pour faire ce genre de témoignage. Puis, c'est évidemment quelque chose de déballer sa vie intime à d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Donc, à mon avis, il y a plusieurs éléments qui bloquent un peu une grande participation dans ce sens-là. Et puis, bien évidemment, c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup de temps des deux côtés, et de la part de la personne qui veut témoigner et des personnes qui écoutent. Donc, il y a aussi certaines contraintes dans ce sens-là qui peuvent faire un obstacle à cela. Ce n'est pas une réponse exhaustive, mais c'est ce qui me vient un peu à l'esprit tout de suite. Ouais. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Je me permets une question par rapport peut-être à l'interdisciplinarité. J'avais plusieurs questions, mais je vais essayer de regrouper ça. C'est vrai que vous avez parlé à la fois de l'implication des théologiens dans ces commissions, notamment au niveau de la SIAZ, et puis il y a eu la question de la sexualité aussi qui est revenue à plusieurs reprises. Et finalement, les questions juridiques, effectivement, je pense que parfois dans les recommandations, il peut y avoir aussi une difficulté de tractabilité, notamment à cause des aspects juridiques. Je suis membre de l'Église évangélique réformée de Suisse, et du coup, c'est vraiment une problématique que nous avons aussi pour pouvoir mettre en œuvre. Ma question était donc de savoir, dans vos recherches, comment est-ce que vous avez inclus en fait ce caractère interdisciplinaire? Ça, ce serait
serait une de mes premières questions. Et puis finalement, une de mes deuxièmes questions était aussi de savoir la notion des auteurs. À quel point est-ce que leur témoignage a été pris en compte? Est-ce qu'il a pu être pris en compte? Et c'est aussi une question que j'avais au niveau de la SIAZ. Il y a eu un appel à témoins, effectivement, auprès des victimes. Mais est-ce que les auteurs ont eux aussi été appelés? Et si oui, est-ce que ça a eu une réponse? Je commence peut-être en laissant ensuite la parole à d'autres. L'interdisciplinarité par rapport à la SIAZ a été inclue dès le début par la composition de la commission. Donc Jean-Marc Sauvé a délibérément cherché des experts de différentes disciplines. On avait pas mal de juristes, en effet, c'était un aspect important. Mais à côté des théologiens, il y avait aussi des psychologues, psychiatres, des médecins, anthropologues, sociologues. Donc il y avait vraiment une grande panoplie d'interdisciplinarité. Et donc du coup, bien évidemment, chacun apporte sa propre vision aux choses. Et on espère qu'en mettant tout ça ensemble, que ça permet de cerner au mieux, disons, le phénomène en tant que tel, si j'ose dire. L'aspect juridique, en effet, était présent aussi. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire quand il s'agit éventuellement de témoignages récents où l'auteur est encore vivant. Il faut absolument dénoncer les choses, notamment quand il s'agit de personnes mineures. Bon, là, on n'en a pas eu énormément, mais la question s'est posée, des contacts avec les autorités judiciaires dans ce sens-là. Je ne sais plus vos autres questions parce qu'il y a les auteurs, oui, en effet. On n'a pas immédiatement prêté beaucoup d'attention aux auteurs, ça c'est vrai, mais il y a quand même une partie dans le rapport où une psychiatre de notre commission a fait état de ses travaux avec un groupe d'auteurs. Et ça m'a toujours frappée parce que elle a démontré avec cette petite expérience quand même, ça portait sur 35 personnes, donc c'est pas énorme. Hein. On ne sait pas si on peut étendre ça à d'autres, mais ça m'a frappée dans la mesure où elle a constaté que sur les 35 personnes, il y avait une seule qui se rendait vraiment compte de la gravité des faits qu'il avait commis. Je me disais, une personne sur 35, c'est quand même pas beaucoup. Et tous les autres, effectivement, c'était un peu divisé moitié-moitié. Donc, une partie disait, oui, mais l'évêque était au courant, il m'a laissé faire, il n'a pas agi. Autrement dit, j'évacue ma responsabilité vers l'évêque, je ne la prends pas moi-même. Et l'autre partie du groupe a relativisé les choses en disant, mais c'était pas un abus, c'était de la tendresse, j'avais de l'amour pour cette personne, etc. Donc, pour moi, c'était très éloquent de constater ça. Encore une fois, c'est difficile si on peut étendre ça à d'autres personnes, mais de constater qu'il y a si peu de prise de connaissance et de conscience auprès des auteurs, apparemment. Ça reste à être, bon, il faut approfondir, étayer tout ça, mais c'est un élément intéressant et c'est là effectivement où il faut beaucoup d'autres travaux encore en ce moment, je pense. Oui, je peux peut-être rajouter aussi sur comment nous avons fonctionné au sein de la commission à propos de Saint-Maurice. Donc il y a effectivement le procureur Pierre Aubert qui avait été sollicité en tant que acteur en tout cas juridique. Mais il y avait parallèlement en fait une enquête du ministère public valaisan qui se tenait en même temps. Donc finalement, la question a été très claire assez rapidement pour nous que ça n'allait pas être notre mandat, dans le cadre de notre mandat, de faire une analyse juridique poussée et approfondie des situations. En revanche, c'était très important d'avoir leur présence parce qu'il y avait aussi la juge Mayor Aubert qui faisait partie de notre commission. Donc on avait deux représentants de cette expertise juridique qui ont eu une importance dans le cas où nous nous retrouvions face à des situations qui n'étaient pas prescrites. Et c'était important pour nous de pouvoir compter sur cette expérience et cette expertise juridique
dans ce cadre-là. Et puis, nous avons très rapidement en fait, réparti nos tâches dans la récolte des témoignages et des expertises. Et c'est donc monsieur Pierre Robert et madame Maya Robert qui ont réalisé les auditions avec l'ensemble des chanoines, et nous avons réalisé les auditions avec l'ensemble des témoins, dans le cas où les situations ne seraient pas prescrites. Et c'était aussi important d'avoir cette expertise et cette lunette dans les cas où il serait nécessaire de préserver des informations ou de préserver des preuves selon une démarche qui pourrait suivre ensuite dans la sphère pénale. Donc il y a eu ce souci d'interdisciplinarité au moment de la récolte des données. Ça exige évidemment beaucoup de moyens et une équipe fournie pour pouvoir le réaliser. Et il y avait aussi, je pense qu'il y a eu une importance aussi dans les grilles d'analyse ou dans le développement de notre analyse, de pouvoir croiser cette fois une lecture historique et une lecture sociologique au niveau du processus et de la période qui était couverte au sein de l'abbaye de Saint-Maurice. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Ouais. Ajouter qu'on a pu bénéficier de l'expertise aussi d'Astrid Kaplan. Oui, bien sûr. Parce que travailler avec deux juristes d'un canton protestant, oui, qui doivent comprendre le droit canon, ils sont extrêmement... Mais pour eux, c'était une bizarrerie énorme. Ça n'a rien à voir. Donc c'était très intéressant aussi de voir qu'ils nous expliquent de leur point de vue de juriste comment ils percevaient le droit canon. Avec par exemple l'impossibilité, c'est pas prévu dans le droit canon que les personnes victimes soient entendues et que la peine la plus lourde soit la réduction à l'état laïque pour l'abuseur prêtre. Et bien en tout cas, l'occasion de dire encore merci à Astrid Kaplan qui nous a éclairé sur un certain nombre de points où nous n'avions pas de réponse, même si nous avions accès au code. Mais par exemple, est-ce qu'un chanoine a le droit d'adopter un enfant? C'est un cas qui se produit. Maurice Sessou de l'abbaye de Saint-Maurice, évidemment. Je crois que je prends la parole au nom de mon abbaye, mais en mon nom personnel, tous ceux qui suivent la formation du DU ont suffisamment entendu mon cri d'appel au début de notre formation à Paris, où je criais « Aidez-nous, aidez-nous ». Et je peux le répéter une troisième fois encore ce soir, « Aidez-nous ». Tout au début, la commission Aubert qui est venue faire les enquêtes à l'abbaye nous a fait quelque chose d'énorme, d'inouï, d'inédit, et qui nous sert encore aujourd'hui. À côté de la commission, nous avons bénéficié de l'assistance du diocèse FGF, dont l'évêque est ici présent, président de la CES. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais remercier l'Église suisse. Si vraiment on ne se soude pas, nous allons nous diviser. Si on ne s'entraide pas, nous allons errer. Dans cette conjecture des abus, nous sommes entre griffes comme obligés de cheminer ensemble et de partager non seulement les compétences et les connaissances, mais aussi de mettre à disposition notre temps. Nous avons une commission appelée Conseil à la gouvernance, dirigée par Madame Avila. Si on disait qu'elle va encore prendre ce rôle, peut-être que son évêque dirait non. Mais pour le bien d'une communauté, son évêque dit oui, vas-y, va les aider. Ils en ont le plus besoin. C'est encore le moment pour moi de dire que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation de contestation, de refus, de tout ça. Ça ne veut rien dire. Il s'agit d'avancer.
désormais de nous relever. Et ça, ce n'est pas un clap-doigt. C'est petit à petit. Ça traîne parce que nous sommes des humains. Parfois têtus, parfois avec nos caractères. Mais aidez-nous. Ne nous abandonnez pas. Merci. Merci. Une autre question? Dans une église catholique suisse qui pose la diversité avec la réalité de l'interculturalité, comment est-ce que vos différentes expériences peuvent-elles aider à concilier culture, et passez-moi les pléonasmes, avec culture des abus? Je réfléchis en même temps que vous posez la question. Je ne crois pas que j'ai les moyens de vous répondre à l'état actuel. En tout cas, c'est vrai qu'on s'est donné une grille historique. On a vu se transformer le rapport à la sexualité dans le contexte de l'abbaye de Saint-Maurice et dans le contexte du canton valaisan. Maintenant, je ne sais pas si vous faites à quel type de culture vous faites référence. Peut-être vous pouvez préciser qu'est-ce que vous entendez par culture versus culture des abus. Alors, je parle de ces différentes crises d'abus qui ont émergé presque partout, et notamment ici en Suisse avec le rapport de l'Université de Zurich, avec les différentes cultures qui constituent nos communautés linguistiques implantées dans différentes paroisses. Évidemment, quand on regarde, je prends un exemple, les gestes qui sont posés et qui peuvent être dénoncés, par exemple, je pose la main sur mon confrère qui est à côté, sur un enfant, celui qui est issu d'une culture du Sud, sans toutefois citer un pays, dira que c'est un geste d'affection. Et par rapport à la culture des abus, parfois on peut avoir des frontières. Et comment est-ce que nous pouvons aider nos communautés linguistiques, dont nous avons la mission, à entrer dans une culture, entre guillemets, suisse, et encore avec sa diversité, pour que ceux qui constituent pratiquement la moitié en termes de pourcentage de nos communautés comprennent que c'est une question qui n'est pas liée à la diversité des cultures, mais à une culture d'abus. Alors, je reprendrai la partie sur la compréhension des gestes, peut-être, ou le rapport aux gestes. Et là, j'ai envie de redonner l'importance, de nouveau, de la parole des personnes et du vécu des personnes vis-à-vis de ces gestes. Et d'être à l'écoute d'un geste qui peut être perçu comme une invasion, comme une violence, et de rester à l'écoute de cette perception et de ce vécu par la personne qui s'exprime. Et voilà, je ne suis pas sûre que ça réponde vraiment à votre question, mais ça me semble être une grille de lecture importante. Peut-être, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être un détour par l'histoire et par une autre thématique que celle qui nous occupe aujourd'hui. J'ai été frappée par les résultats a posteriori d'une étude qui étudiait les abus dans le contexte de famille d'émigrés. Enfin, je me rappelle en tout cas l'intervention d'un père italien immigré en Suisse dans les années 60, si je ne me trompe pas. Et une socio-historienne a travaillé sur l'expertise psychiatrique dans les années 60 sur ce cas de ce père italien.
issus de l'immigration. Et les conclusions du psychiatre de l'époque étaient assez tendancieuses à nos yeux aujourd'hui. C'est qu'il avait l'air de dire que les abus étaient mieux tolérés en Italie, dans le sud de l'Italie, à l'intérieur de la famille, que c'était culturellement admis. Avec nos yeux d'aujourd'hui, évidemment, c'est inadmissible, c'est inaudible. On peut faire une lecture très critique de ce témoignage de l'époque, d'un expert psychiatre de l'époque. Mais évidemment, on comprend tout ce qu'il y a de préjugés dans les années 60, plaqués sur une communauté qui était à l'époque mal vue. Enfin, je crois qu'on était encore avant les initiatives xénophobes du tournant des années 70 en Suisse. Mais je fais un petit détour pour vous dire que là, en tout cas dans nos recherches sur l'abbaye de Saint-Maurice, on n'a pas les moyens de vous répondre et on espère surtout ne pas plaquer le même type de préjugés sur la vision qu'on peut avoir dans les sources de cas, mais qui ne sont pas si nombreux. En fait, on n'a pas eu le temps de travailler, par exemple, sur les missions en Afrique de l'abbaye, et il y en a eu. Donc là, on n'a pas simplement pas trop les moyens de répondre à la question, mais ce que j'ai envie de dire, c'est plus anthropologique, c'est que les personnes, les enfants, ils savent ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ils n'arrivent pas toujours à le dire. Maintenant, ils parlent de plus en plus, mais ils vont savoir reconnaître si c'est un geste d'affection ou si c'est un geste déplacé. Et avec on parle beaucoup de libération de la parole. La parole, c'est certainement plus libérée maintenant que jamais. Mais est-ce qu'elle est entendue? Ça, c'est l'autre question. Mais j'aurais presque envie de séparer un peu les deux choses en disant que voilà, les cultures, comme vous le dites, ou la culture de l'abus, enfin, elle peut être partout. Elles sont très bien. Cette culture du secret, de l'abus, elle est très bien répartie entre les couches sociales, entre les communautés. Je pense que là, il n'y a pas de... Je ne sais pas si ma réponse appelle une autre. Un complément. Je n'ai pas vraiment une réponse non plus, mais je dirais, quand tu parles des gestes différents, qui sont perçus de manière différente, qui sont aussi culturellement conditionnés, j'aurais envie de dire un peu comme Madame Audier, il faut vérifier avec la personne. On voit, on teste la réaction de la personne, on vérifie par la parole, est-ce que c'est accepté ou pas. Puis c'est aussi une question, est-ce que telle personne fait toujours des gestes avec tout le monde ou est-ce que c'est toujours à certaines personnes en particulier? Donc là, il y a quelques éléments, à mon avis, qu'on peut utiliser pour faire un discernement. Et effectivement, il ne faut pas tout de suite tout condamner, mais en même temps, il faut un respect énorme pour chaque personne. Vérifier, je pense, et verbaliser.